Mon mari a eu une crise cardiaque au travail et est mort à l'hôpital. Le médecin est venu vers moi avec un air confus et a dit « Pendant l'examen, nous avons trouvé quelque chose qui ne devrait normalement pas être dans le corps. » Au moment où j'ai vu cet objet, je ne pouvais plus tenir debout et j'ai éclaté en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le doux soleil matinal filtrait à travers le quartier résidentiel tranquille de l'Ohio. Dans la cuisine, Rachel Martinez préparait le petit déjeuner pour son mari et sa fille, tout en contemplant les érables par la fenêtre, dont les feuilles se paraient d'or en automne. Elle sentait que ces simples moments matinaux étaient les plus heureux de sa vie. « Bonjour, ma belle épouse. » Daniel apparut dans la cuisine, posa sa main sur l'épaule de sa femme et lui donna un tendre baiser. Il travaillait comme chercheur dans une entreprise pharmaceutique, et son expression intelligente et douce n'avait pas changé depuis leur première rencontre à la bibliothèque, 15 ans plus tôt. Ses cheveux bruns foncés commençaient à peine à montrer quelques mèches argentées, mais même celle-ci semblait ajouter à son charme. « J'ai une expérience importante aujourd'hui, » dit Daniel en prenant sa tasse de café. « C'est la dernière étape avant les essais cliniques pour un nouveau traitement contre les maladies cardiaques. Si tout se passe bien, nous pourrions sauver la vie de nombreux patients. » Rachel observa la lueur passionnée dans les yeux de son mari. Daniel plaçait toujours les patients au premier plan et rien n'avait plus de valeur à ses yeux que ses recherches visant à aider les gens. Elle respectait profondément l'attitude de son mari, mais en même temps, elle s'inquiétait de son surmenage récent. « S'il te plaît, prends soin de ta santé, » dit Rachel en posant sa main sur celle de son mari. « Si tu t'effondres, les patients aussi auront des problèmes. » « Ne t'inquiète pas. Pour toi et notre fille, je fais très attention à ma santé, » sourit Daniel pour apaiser les craintes de sa femme. Le bruit de pas dévalant les escaliers retentit, et Sophie, 12 ans, apparut dans son uniforme scolaire. Ses cheveux châtains étaient un héritage de sa mère, et ses yeux curieux étaient exactement comme ceux de son père. « Papa, ce soir, aide-moi avec mon projet de science, » demanda Sophie en s'agrippant au bras de son père. « Bien sûr. Quel genre d'expérience fais-tu » demanda Daniel en caressant doucement la tête de sa fille. « Je fais des recherches sur la photosynthèse des plantes. Je veux faire une vraie expérience comme dans ton laboratoire, papa. » Rachel se sentit réchauffée en écoutant la conversation entre le père et la fille. Chaque fois qu'elle voyait Daniel prendre du temps pour sa fille, peu importe sa fatigue, elle se disait à quel point elle avait eu de la chance d'épouser cet homme. Après le petit déjeuner, alors qu'elle se préparait à partir travailler à la bibliothèque, Rachel observa son mari. Récemment, Daniel était encore plus absorbé par ses recherches qu'auparavant, lisant des documents dans son bureau tard dans la nuit et parlant parfois au téléphone avec quelqu'un jusque tard dans la nuit. En tant que bibliothécaire, elle comprenait bien le sentiment d'urgence que les gens ressentaient lorsqu'ils cherchaient des informations. Il doit être dans la phase cruciale d'un projet important. « Tu fais beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. Est-ce que ça va ?» demanda Rachel en ajustant la cravate de son mari. « C'est un projet important. Pour le bien des patients, je veux que cette recherche réussisse. » La réponse de Daniel était empreinte d'une ferme détermination. « Mais vous deux êtes aussi importants pour moi, alors je ne vais pas en faire trop. » La famille de trois s'étreignit près de la porte d'entrée. C'était leur rituel matinal quotidien. Rachel sentit la chaleur du corps de son mari et souhaita que ce bonheur dure éternellement. À la bibliothèque, une journée tranquille s'écoula. Rachel trouvait de la joie à aider les gens qui aimaient lire tout en rangeant des livres. L'après-midi, des habitués, des personnes âgées, vinrent lire les nouveaux magazines. Leur douce conversation faisait partie des petits plaisirs quotidiens de Rachel. Le soir, en rentrant après avoir récupéré Sophie à l'école, sa fille prit soudain la parole. « Maman, papa a l'air fatigué ces derniers temps. Hier soir, il regardait des documents dans son bureau avec une expression soucieuse. » Rachel fut impressionnée par les capacités d'observation de sa fille. C'était une enfant qui remarquait les changements dans son environnement. « Eh bien, il fait un travail important. Mais il nous aime aussi, alors tu n'as pas à t'inquiéter. » Ce soir-là, autour de la table du dîner, Daniel écouta attentivement le projet de science de sa fille. Ses explications étaient faciles à comprendre, et les yeux de Sophie pétillaient d'intérêt. Ces moments en famille étaient plus précieux que tout pour Rachel. Avant de se coucher, Rachel entendit son mari parler au téléphone dans son bureau. Son ton était plus tendu que d'habitude, mais elle pensa qu'il devait s'agir de discussions de travail importantes et ne chercha pas à en savoir plus. La confiance régnait entre eux, et elle croyait que respecter l'intimité de l'autre faisait aussi partie de l'amour. Le lendemain matin,
une autre matinée paisible arriva, comme d'habitude. Daniel semblait un peu fatigué, mais son amour pour sa famille restait aussi chaleureux que jamais. « Je serai peut-être un peu en retard aujourd'hui », dit Daniel avant de partir travailler. « J'ai une réunion importante. »« Fais attention. Je t'aime. » Rachel embrassa la joue de son mari. « Je t'aime aussi. Vous êtes mes trésors. » Daniel serra sa femme et sa fille dans ses bras. En entendant le bruit de la porte d'entrée se fermer, Rachel se sentit reconnaissante pour cette vie quotidienne paisible. Cet après-midi-là, Rachel rangeait les livres rendus au comptoir de la bibliothèque. Les heures calmes de l'après-midi passaient comme d'habitude, baignées par la douce lumière du soleil d'automne qui filtrait par les fenêtres. Lorsque les aiguilles de l'horloge indiquèrent 14 heures, le téléphone sonna bruyamment. « Madame Martinez ?» La voix de la femme à l'autre bout du fil était tendue. « Ici le service des ressources humaines de la Medical Pharmaceutical Company. Veuillez vous rendre à l'hôpital immédiatement. Votre mari a fait un malaise au travail. » Le livre glissa des mains de Rachel. Un vide total se fit dans son esprit et elle sentit son cœur battre violemment. Quoi? Qu'est-il arrivé à Daniel? Les détails vous seront expliqués à l'hôpital. Veuillez vous rendre immédiatement au service des urgences de l'hôpital général Saint-Martin. Au moment où le téléphone fut raccroché, les genoux de Rachel se mirent à trembler de manière incontrôlable. Sa collègue, Margaret, se précipita vers elle, inquiète. « Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. » « Daniel est à l'hôpital. » Rachel put à peine prononcer ces mots d'une voix tremblante. Margaret comprit immédiatement la situation et soutint les épaules de Rachel. « Allons tout de suite à l'hôpital. Je conduis. Je demanderai à ma fille d'aller chercher Sophie. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un véritable cauchemar. Assise sur le siège passager, les mains serrées, Rachel priait encore et encore dans son cœur. Le sourire de son mari lors de leur adieu du matin lui revint à l'esprit, et les larmes montèrent. Le service des urgences de l'hôpital général Saint-Martin était enveloppé dans une atmosphère agitée. Lorsqu'elle donna son nom à la réception, une infirmière apparut immédiatement et la guida vers la salle d'attente devant le bloc opératoire. « Votre mari a eu une crise cardiaque. Actuellement, le chirurgien cardiaque pratique une intervention d'urgence. » L'explication de l'infirmière était calme, mais Rachel n'arrivait pas à saisir le poids des mots. Le temps semblait s'être arrêté dans la salle d'attente. Le café que Margaret avait apporté resta intact et refroidi. Les bruits de pas des médecins et des infirmières dans le couloir amplifiaient l'anxiété de Rachel. Vers 16 heures, la porte du bloc opératoire s'ouvrit et un chirurgien à l'air épuisé apparut. Rachel se leva et comprit tout à l'expression du médecin. « Je suis désolé. » La voix du médecin était lourde. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais l'insuffisance cardiaque était trop sévère. Votre mari est décédé. » Le monde de Rachel s'effondra. Ses genoux cédèrent et elle s'agrippa au bras de Margaret. Un cri muet monta du plus profond de sa gorge. « Pourquoi? Pourquoi, Daniel ?» Le médecin afficha une expression compatissante. C'était un infarctus aigu du myocarde. Malheureusement, cela peut arriver soudainement, même chez les jeunes. Plusieurs causes peuvent être envisagées, comme le stress, des facteurs génétiques et le mode de vie. À ce moment, des pas pressés se firent entendre depuis l'entrée de l'hôpital. Le docteur Harrison, le superviseur de Daniel, apparut avec sa secrétaire. Le médecin, qui donnait habituellement une impression douce, avait ce jour-là une expression qui semblait étrangement froide et impersonnelle. « Madame Martinez, veuillez accepter nos plus sincères condoléances. » Les mots du docteur Harrison étaient formels. Daniel était un excellent chercheur pour notre entreprise. C'est une grande perte pour nous. Rachel était encore incapable d'accepter la mort de son mari, mais elle sentit quelque chose d'étrange dans les paroles suivantes du médecin. À propos, s'il y avait des documents de recherche que Daniel avait emportés à la maison, pourriez-vous les retourner à l'entreprise dès que possible? Ils contiennent des informations hautement confidentielles, et il y a aussi des questions juridiques. Rachel fut surprise. Son mari venait de mourir, pourquoi demandait-il avec tant d'urgence la restitution de documents? Pour l'instant, je ne peux pas. Mon mari vient de mourir, et je ne peux penser à rien. Bien sûr, je comprends vos sentiments. Cependant, nous avons des règlements de confidentialité d'entreprise. Nous espérions pouvoir passer demain, si possible. Le ton du médecin avait une étrange urgence. Margaret s'avança pour protéger Rachel. Ce n'est pas le moment de discuter de telles choses. Madame est en plein deuil. Je m'excuse. Cependant, c'est aussi une obligation légale.
Le docteur Harrison ne voulut pas en démordre. Cette nuit-là, Rachel dut annoncer à sa fille Sophie la mort de son père. Ce fut le moment le plus difficile de sa vie. « Papa va rentrer, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, anxieuse, en voyant les larmes de sa mère. Rachel serra sa fille contre elle et expliqua d'une voix tremblante. « Papa ne rentrera plus à la maison. Mais papa nous aimait très fort, et il veille sûrement sur nous depuis le ciel. » Sophie ne comprit pas au début, mais finit par accepter la réalité et pleura avec sa mère. Le lendemain, le docteur Harrison se rendit chez eux comme promis. Rachel le conduisit au bureau de son mari, mais là, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le carnet de recherche de Daniel, qu'il chérissait toujours, était introuvable. « Le carnet de recherche semble avoir disparu », murmura Rachel, et le médecin répondit immédiatement. « Ah, il était resté sur son lieu de travail. Malheureusement, il a été perdu dans la confusion d'hier. » Rachel sentit que quelque chose clochait. Son mari aurait dû travailler avec ce carnet dans son bureau tous les soirs. Cependant, dans son chagrin, elle n'eut pas la force d'approfondir la question. Après le départ du médecin, Rachel tenta de contacter les collègues de son mari. Cependant, tous se contentèrent de brèves condoléances et se montrèrent réticents à parler en détail du travail récent de Daniel. Daniel était excellent. Mais récemment, il semblait un peu nerveux, se montra évasif un de ses collègues, Thomas. « Nerveux ? Que voulez-vous dire ? » « Non, rien de spécial. Juste qu'il était trop absorbé par ses recherches. C'est assez courant. » Après avoir raccroché, Rachel était confuse. Elle avait l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ignorait sur son mari bien-aimé. Les appels téléphoniques tardifs de Daniel, le carnet de recherche manquant, l'attitude vague de ses collègues et l'urgence anormale de l'entreprise. En rangeant les affaires de son mari dans le bureau, elle trouva un petit mémo caché au fond d'un tiroir de bureau. Écrit de la main de Daniel, il y avait ces mots « On ne peut faire confiance qu'à la famille. » La vérité finira par éclater. Des nuages sombres s'accumulèrent dans le cœur de Rachel. Se pourrait-il qu'on lui ait caché quelque chose sur la mort de son mari ? Par la fenêtre, le soleil se couchait, et le quartier résidentiel tranquille semblait maintenant abriter quelque chose de menaçant. Cette nuit-là, Rachel ne put dormir. À la tristesse d'avoir perdu son mari bien-aimé s'ajoutaient des doutes inexplicables qui dominaient son esprit. 3 jours après les funérailles de Daniel, un vendredi matin, Rachel fut réveillée par un appel téléphonique inattendu. Encore dans le brouillard du deuil, tout contact avec le monde extérieur était un lourd fardeau. « Madame Martinez ? Ici le docteur Peterson, du bureau du médecin légiste de l'État de l'Ohio. » La voix de l'homme à l'autre bout du fil était calme, mais contenait une certaine tension. Rachel serra fermement le combiné. « Le bureau du médecin légiste ? Pourquoi m'appelez-vous ? Nous devons discuter du cas de votre mari. Compte tenu de son âge, l'insuffisance cardiaque soudaine présente des aspects suspects, et nous avons déterminé qu'une autopsie détaillée est nécessaire. Pourriez-vous venir cet après-midi ? » Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. Le mot « autopsie » prit un sens réel et pressant. « Une autopsie est nécessaire ? Mon mari n'est-il pas mort d'une crise cardiaque ? » La crise cardiaque est confirmée, mais pour qu'une personne de 38 ans ait une insuffisance cardiaque aussi rapide, il doit y avoir une cause. Une enquête plus détaillée est nécessaire. L'explication du docteur Peterson était professionnelle et calme, mais pour Rachel, elle sonnait de manière inquiétante. Cet après-midi-là, Rachel se dirigea d'un pas lourd vers le bureau du médecin légiste du comté. Le bâtiment était vieux et les couloirs sentaient le désinfectant. « Merci d'être venu malgré votre emploi du temps chargé », dit le médecin en lui offrant une chaise. « D'abord, laissez-moi vous dire que l'autopsie de votre mari a été menée avec soin, conformément aux procédures standards. » Rachel joignit ses mains sur ses genoux, essayant de réprimer son anxiété. « A-t-on trouvé quelque chose d'inhabituel ?» Le docteur Peterson hésita un instant, puis prit une expression sérieuse. « En fait, nous avons mené une autopsie de routine, mais, Madame Martinez, quelque chose qui ne devrait normalement pas s'y trouver est sorti de son corps. » Rachel sentit tout son sang se retirer de son visage. Quelque chose qui ne devrait normalement pas s'y trouver. Le médecin tendit la main vers un petit plateau en métal sur son bureau. « Cela peut être pénible à voir, mais nous avons besoin que vous le confirmiez. » Sous la lumière froide des néons de la salle d'examen, le docteur Peterson prit un petit objet avec une pince. C'était une petite capsule en titane, de la taille d'un ongle. La surface était lisse, témoignant de la précision d'un équipement médical. À cet instant, le monde de Rachel s'effondra à nouveau.
Ses genoux perdirent leur force, et elle put à peine se retenir à la chaise. Pourquoi? Pourquoi y avait-il une chose pareille à l'intérieur de Daniel? Sa voix tremblait et les larmes se mirent à couler de manière incontrôlable. Le fait qu'il y ait eu un objet étranger inexplicable dans le corps de son mari bien-aimé dépassait son entendement. « Madame Martinez, ça va ?» Le docteur Peterson lui offrit un verre d'eau avec inquiétude. Ceci a été trouvé dans son estomac. Il semble qu'il l'ait avalé intentionnellement. Rachel prit le verre avec des mains tremblantes. Intentionnellement? Vous voulez dire que Daniel l'a avalé lui-même? C'est ce qu'il semble. De plus, cette capsule a une construction spéciale. Le médecin essaya prudemment d'ouvrir la capsule. Il semble y avoir quelque chose à l'intérieur. Avec un petit clic, la capsule se sépara en deux. Ce qui en sortit fut une carte micro SD, des documents extrêmement petits et pliés, ainsi que plusieurs photos minuscules. Rachel eut le souffle coupé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Le docteur Peterson déplia soigneusement les documents. C'était un mémo manuscrit de l'écriture soignée de Daniel. À ma famille bien-aimée, s'il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, donnez ceci à la police. Médical pharmaceutical trompe les patients. Le nouveau médicament Hartshield a des effets secondaires mortels. Je me battais en tant que lanceur d'alerte, mais ils essaient de me faire taire. Toutes les preuves sont sur cette carte mémoire. Rachel, Sophie, je vous aime. S'il vous plaît, battez-vous pour la justice. Daniel. Les larmes de Rachel ne cessaient de couler. Elle n'aurait jamais imaginé que la vérité que son mari avait tenté de protéger de sa vie serait révélée de cette manière. S'il vous plaît, regardez aussi les photographies. Le médecin étala les petites photos. Il y avait des clichés de réunions secrètes dans le laboratoire de l'entreprise pharmaceutique. Des cadres supérieurs, dont le docteur Harrison, y étaient montrés en pleine discussion sérieuse autour de documents. Il y avait aussi des scènes de falsification de données expérimentales et des documents ordonnant de dissimuler les effets secondaires dangereux. Daniel était. Mon mari essayait de protéger les patients, dit Rachel, la voix étranglée par l'émotion. Le docteur Peterson montra une expression compatissante. Votre mari a agi avec un courage immense. Cependant, cela a clairement le potentiel d'être une affaire criminelle. Nous devons contacter la police et le FBI. Rachel fixa la carte mémoire. À l'intérieur de cette minuscule carte se trouvaient les preuves que son mari avait collectées au péril de sa vie. Les appels téléphoniques tardifs de Daniel, le témoignage de ses collègues disant qu'il était devenu nerveux, l'urgence anormale de l'entreprise à récupérer les documents, tout s'emboîtait. Mon mari était un héros, n'est-ce pas? Murmura Rachel en essuyant ses larmes. Sans aucun doute, affirma le médecin. Et maintenant, il vous incombe la responsabilité de poursuivre sa volonté. Rachel se leva et regarda la capsule et son contenu. Daniel avait aimé sa famille, mais plus encore, il avait essayé de protéger des patients innocents. Sa mort n'était pas un simple accident, mais un sacrifice pour la justice. Docteur, que dois-je faire pour que ces preuves parviennent aux bonnes personnes? D'abord, vous devez trouver un avocat de confiance. Ensuite, il faudra contacter la division des enquêtes sur la criminalité d'entreprise du FBI. Cela pourrait devenir une affaire majeure. En quittant le bureau du médecin légiste, l'état d'esprit de Rachel avait complètement changé. La profonde tristesse demeurait, mais en plus, une forte détermination avait germé. Elle devait révéler au monde la vérité que son mari avait tenté de protéger de sa vie. Dans la voiture, Rachel regarda une photo de son mari. « Daniel, je poursuivrai le combat que tu as commencé, pour les gens que tu as essayé de protéger et pour l'avenir de notre fille. » De retour chez elle, Rachel sentit le besoin de consulter quelqu'un de confiance. Elle appela son amie de longue date de l'université, l'avocate Jennifer Cole. Jennifer était spécialisée en droit des sociétés et travaillait dans un grand cabinet d'avocats. « Rachel, ça fait longtemps. Pour Daniel, je suis vraiment... » La voix de Jennifer était remplie d'une sympathie sincère. « Jennifer, j'ai quelque chose à te dire. C'est très grave. » D'une voix tremblante, Rachel expliqua l'histoire de la capsule et des preuves découvertes. Jennifer eut le souffle coupé à l'autre bout du fil. « C'est incroyable. On se voit tout de suite. Je viens chez toi ce soir. » Ce soir-là, Jennifer examina les preuves en détail chez Rachel. Lorsqu'elle inséra la carte mémoire dans un ordinateur portable, un contenu choquant apparut à l'écran. « C'est incroyable », murmura Jennifer en fixant l'écran. Les données des essais cliniques d'un nouveau médicament appelé Hartshield ont été falsifiées.
des effets secondaires graves sont dissimulés. Les données enregistraient des effets secondaires graves tels que l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et la mort subite, mais ceux-ci avaient été supprimés des rapports officiels. De plus, les documents de demande à la FDA avaient également été intentionnellement falsifiés. Daniel tentait de lancer l'alerte, poursuivit Jennifer en organisant les documents, mais l'entreprise essayait de le faire taire. C'est du crime organisé. Que dois-je faire ? Rachel ressentait un mélange complexe d'anxiété et de colère. D'abord, nous devons contacter la division des enquêtes sur la criminalité d'entreprise du FBI. Mais c'est aussi dangereux. L'entreprise pharmaceutique essaiera désespérément d'étouffer l'affaire. Le lendemain, grâce à l'entremise de Jennifer, elles organisèrent une rencontre avec l'agent du FBI Lisa Morrison. L'agent Morrison était une femme d'une quarantaine d'années qui dégageait une grande perspicacité et une volonté de faire. Madame Martinez, laissez-moi d'abord vous dire que votre mari était l'un de nos collaborateurs. Le premier mot de l'agent Morrison surprit Rachel. Collaborateur ? Que voulez-vous dire ? Depuis 3 mois, Monsieur Daniel nous fournissait des informations. Il enquêtait sur les malversations de Medical Pharmaceutical de l'intérieur, expliqua l'agent en étalant des documents. Les preuves qu'il a recueillies au péril de sa vie sont la clé pour résoudre cette affaire. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Mon mari est mort pour la justice. Sans aucun doute. Et maintenant, nous espérons que vous poursuivrez sa volonté. L'agent Morrison révéla que Medical Pharmaceutical avait mené des dissimulations similaires avec plusieurs médicaments au cours des 10 dernières années. Hartshield n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'entreprise va certainement riposter. Ils vont probablement mettre en doute l'état mental de Monsieur Daniel ou jeter le doute sur la crédibilité des preuves. Cette prédiction se révéla exacte. La semaine suivante, le service juridique de Medical Pharmaceutical prit contact. L'avocat de l'entreprise, qui se présenta avec le docteur Harrison, tenta d'intimider Rachel avec une attitude autoritaire. Madame Martinez, veuillez accepter nos sincères condoléances concernant votre mari. Les paroles de l'avocat étaient formelles. Cependant, concernant les rumeurs infondées qui circulent récemment, nous devons envisager une action en justice. Le docteur Harrison affichait une expression froide, complètement différente d'avant. Monsieur Daniel était mentalement instable récemment. Il a fait de nombreuses déclarations délirantes et ses collègues s'inquiétaient. Rachel répondit en gardant son calme. Je ne permettrai pas de déclarations qui portent atteinte à l'honneur de mon mari. Toutes les preuves sont basées sur des faits. Des preuves, dit l'avocat d'un ton moqueur. Vous appelez les délires d'un employé mentalement instable des preuves ? Cependant, l'enquête du FBI progressait régulièrement. Sur la base des preuves recueillies par Daniel, plusieurs employés de l'entreprise pharmaceutique furent interrogés. D'autres employés qui avaient eu peur de lancer l'alerte commencèrent également à dire la vérité. Quelques semaines plus tard, plusieurs dirigeants de Medical Pharmaceutical furent arrêtés. Le docteur Harrison en faisait partie. Au moment de son arrestation, il criait « Tout ceci est une invention de Martinez », mais les preuves présentaient des faits irréfutables. Lorsque le procès commença, Rachel se présenta au tribunal en tant que témoin. La salle était comble de victimes, de familles et de journalistes. En répondant aux questions du procureur, Rachel parla du caractère et du sens de la justice de son mari. Mon mari, Daniel, aimait sa famille, mais plus que tout, il accordait de la valeur à la vie des patients. La voix de Rachel résonna dans le prétoire. Il a tenté de révéler la vérité même au péril de sa propre vie. Ce n'était pas parce qu'il faisait passer les patients avant sa famille. Il croyait que protéger la justice conduirait finalement à protéger sa famille. La défense tenta désespérément de remettre en question l'état mental de Daniel, mais grâce à l'enquête du FBI et aux témoignages d'autres témoins, toute l'étendue de la dissimulation fut révélée. Les victimes de Hartshield se comptent par centaines dans tout le pays, déclara le procureur dans sa plaidoirie finale. Les accusés, dans leur quête de profit, ont méprisé la vie humaine. Sans l'action courageuse de Daniel Martinez, les dégâts auraient été encore plus grands. Le jour du verdict, le docteur Harrison fut condamné à 15 ans de prison pour escroquerie en bande organisée et infraction à la législation sur les médicaments. Medical Pharmaceutical fut également condamné à payer des milliards de dollars de dommages et intérêts et fut poussé à la faillite. En quittant le tribunal, le docteur Harrison foudroya Rachel du regard. « Tout ça, c'est la faute de votre mari. S'il n'avait pas fait des choses inutiles ?» Rachel répondit avec une attitude résolue. « Mon mari est un héros.
Il est différent des gens comme vous. Après la fin du procès, la famille d'une des victimes s'approcha de Rachel. Madame Martinez, merci. Mon mari est aussi mort des effets secondaires de Hartshield. Grâce à vous et à Daniel, la vérité a éclaté. Pour la première fois, Rachel sentit vraiment que la mort de son mari avait un sens. Le sacrifice de Daniel n'avait pas été vain. De nombreuses vies avaient été sauvées et la justice avait été rendue. Au crépuscule, Rachel se tenait devant la tombe de son mari avec sa fille Sophie. « Daniel, ton combat est terminé », dit Rachel à la pierre tombale. La justice a gagné, et nous avons gagné une nouvelle famille. Sophie demanda en tenant la main de sa mère, « Qu'est-ce que tu veux dire par nouvelle famille ?» Des gens qui partagent les mêmes convictions que ton père. Nous n'avons pas de lien de sang, mais nous sommes une vraie famille, connectés par le cœur. La paix et l'espoir commençaient à revenir dans le cœur de Rachel. En poursuivant la volonté de son mari et en se battant jusqu'au bout, elle avait pu obtenir une véritable justice et de nouveaux liens. 1 an plus tard, Rachel passait une journée bien remplie au bureau de la Fondation Daniel Martinez pour la protection des droits des patients. Le petit bureau de Columbus, en Ohio, était devenu un refuge pour les personnes luttant contre les malversations des entreprises pharmaceutiques. Sur les murs était accrochée la photo de son mari et des lettres de remerciement des patients qu'il avait tenté de protéger. « Maman, je suis fière de toi. » Sophie, en visite au bureau après l'école, posa sa main sur l'épaule de sa mère. « Papa serait fier aussi. » Rachel serra sa fille dans ses bras. Au cours de cette année, Sophie avait remarquablement grandi. Elle avait compris le sens de la mort de son père et était fière des activités de sa mère. « Papa était un héros, n'est-ce pas ?» dit Sophie en regardant par la fenêtre. « Quand je serai grande, je veux travailler pour aider les gens, comme papa. » La porte du bureau s'ouvrit et Jennifer ainsi que l'agent du FBI Lisa Morrison entrèrent. Au cours de cette année, les 3 femmes s'étaient liées comme une famille. Bien qu'elles n'aient pas de lien de sang, leurs convictions et leurs objectifs communs les avaient fortement unies. « Rachel, j'ai une merveilleuse nouvelle. » Jennifer étala des documents avec enthousiasme. La loi sur la protection des patients Daniel Martinez a été adoptée par le Congrès. La nouvelle loi punissait sévèrement les entreprises pharmaceutiques pour la dissimulation des données d'essais cliniques et protégeait les lanceurs d'alerte. Les idéaux que Daniel avait tenté de protéger de sa vie étaient enfin devenus loi. Le nom de mon mari dans une loi. Rachel était si émue qu'elle en perdit ses mots. L'agent Lisa Morrison sourit également et ajouta, « Cette loi empêchera des tragédies similaires à l'avenir. » Le sacrifice de Daniel n'a jamais été vain. Ce soir-là, les membres de la fondation organisèrent une modeste célébration. Les victimes de Hartshield, leurs familles, d'anciens chercheurs consciencieux de Medical Pharmaceutical, ainsi que des médecins et des avocats qui croyaient en la justice, se rassemblèrent. Bien que d'âge et de professions variées, tous partageaient les mêmes aspirations. L'une des membres de la famille d'une victime, Martha Johnson, prononça un discours. « Nous n'avons pas de lien de sang, mais nous formons une véritable famille qui partage la douleur et l'espoir. Continuons le combat que Daniel et Rachel ont commencé pour nous. » Rachel répondit en larmes. « J'ai perdu mon mari, mais je vous ai tous gagnés comme nouvelle famille. La vraie famille, ce ne sont pas les liens du sang, mais des personnes connectées par les mêmes valeurs et le même amour. » Sophie se leva également et dit, « Papa disait toujours que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui prennent soin les uns des autres et qui se battent pour ce qui est juste. » La salle fut remplie d'applaudissements chaleureux. Quelques mois plus tard, le verdict final fut rendu dans le procès de l'ancien docteur Harrison. Il avait fait appel, mais tous ses recours furent rejetés, et il fut confirmé qu'il passerait 20 ans en prison. Jusqu'à la fin, il continua de clamer « Tout ceci est une invention de Martinez », mais plus personne ne l'écoutait. Medical Pharmaceutical fut complètement démantelé et ses actifs furent utilisés pour indemniser les victimes. Parmi ses anciens collègues, les chercheurs consciencieux prirent un nouveau départ dans d'autres entreprises, tandis que ceux qui avaient participé aux dissimulations furent exclus de l'industrie. Un après-midi de printemps, Rachel et Sophie visitèrent la tombe de son mari. Devant la pierre tombale se trouvaient des bouquets de fleurs envoyés de tout le pays. C'étaient des cadeaux de personnes reconnaissantes pour le courage de Daniel. « Papa, on a réussi », dit Sophie à la pierre tombale. « Les méchants sont en prison et de nouvelles lois protégeront les patients. Et maintenant, nous avons une grande famille. Pas une famille de sang, mais une famille de cœur. » Rachel regarda la photo de son mari et fit une promesse dans son cœur. Elle continuerait à protéger l'éthique médicale et les droits des patients à travers la fondation,
et elle continuerait à enseigner à sa fille le sens de la vraie famille, l'importance des liens basés sur la justice et l'amour, qui sont plus forts que les liens du sang. Alors que le coucher du soleil peignait le cimetière de reflets dorés, la mère et la fille marchaient main dans la main. Derrière elles se trouvaient de nombreux compagnons invisibles. Les nouveaux membres de la famille qui avaient hérité de la volonté de Daniel et continuaient à se battre pour la justice. Rachel comprenait vraiment que la vraie famille est un lien qui transcende les relations de sang, connecté par des valeurs partagées et l'amour mutuel, et que cette famille continuerait de grandir.